La vérité dérange, c'est pour cela qu'on l'évite, c'est pour cela qu'on la cache. C'est pour cela que les médias préfèrent vous montrer des images de la Tour Eiffel scintillante plutôt que les graphiques terrifiants de la dette publique française. Mais aujourd'hui, dans les 11 prochaines minutes, nous allons parler de vérité. Des vérités que personne ne veut entendre. Des vérités que les politiciens évitent, des vérités que les économistes orthodoxes minimisent, des vérités qui dérangent parce qu'elles révèlent que l'empereur français est nu. Bienvenue dans l'analyse la plus brutalement honnête de l'économie française en 2026 que vous verrez cette année. Commençons par la vérité numéro 1, celle qui fait le plus mal. La France est techniquement en faillite. Elle ne survit que grâce à la confiance des marchés et à la tolérance de l'Union européenne. Enlevez l'une ou l'autre et tout s'effondre en quelques semaines. 3 200 milliards d'euros de dette publique, 112% du PIB. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Ajoutez les engagements de retraite non financés, les garanties gouvernementales, les dettes des entreprises publiques, et vous approchez 8 000 milliards d'euros d'obligations réelles. C'est 300% du PIB, 3 fois ce que l'économie française produit en une année entière. Comment rembourse-t-on 3 fois sa production annuelle? La réponse simple, on ne rembourse pas. On fait semblant, on restructure, on fait défaut, ou on imprime de l'argent, jusqu'à ce que la monnaie ne vaille plus rien. Mais personne ne dit cela à la télévision française. À la place, vous entendez « la dette est soutenable »,« nous avons une stratégie »,« la France est résiliente ». Ce sont des mensonges, pas des erreurs. Des mensonges délibérés pour maintenir la confiance et retarder l'inévitable. Vérité numéro 2. Le déficit budgétaire français n'est pas un problème temporaire. C'est une caractéristique structurelle permanente du modèle économique français. Moins 5,5% du PIB en 2026. La France viole les règles européennes du pacte de stabilité et de croissance depuis presque 20 ans consécutifs. Ce n'est pas une anomalie, c'est le fonctionnement normal du système français. Pourquoi ? Parce que le modèle français dépense environ 57% du PIB en dépenses publiques, le taux le plus élevé de toutes les économies développées. Pendant ce temps, les recettes fiscales, malgré une des fiscalités les plus lourdes au monde, ne couvrent qu'environ 52% du PIB. Les mathématiques sont brutales. 57 moins 52 égale 5, un déficit structurel de 5%, chaque année, indéfiniment, jusqu'à ce que quelque chose casse. Mais nous allons réformer, disent les politiciens. Ils disent cela depuis 30 ans, les réformes n'arrivent jamais. Elles sont politiquement impossibles. Chaque tentative déclenche des grèves nationales, des manifestations de millions de personnes, et l'effondrement de la popularité gouvernementale. Donc, rien ne change. Le déficit continue. La dette augmente. Et nous approchons du moment où les marchés diront « assez ». Vérité numéro 3, le chômage réel en France est probablement le double du chiffre officiel. L'INSEE annonce 7 à 8%. C'est techniquement correct si vous utilisez leur définition étroite. Mais cette définition exclut délibérément des millions de personnes. Les personnes en formation obligatoire pour conserver leurs allocations. Les travailleurs en contrat aidés massivement subventionnés par l'État. Ceux qui ont abandonné la recherche d'emploi. Les travailleurs à temps partiel qui voudraient un emploi à temps plein, mais ne peuvent pas en trouver. Incluez toutes ces catégories, et le taux de chômage réel approche 15%. Un Français sur 6 en âge de travailler n'a pas d'emploi productif. Pour les jeunes de moins de 25 ans, c'est catastrophique. Plus de 25% officiellement, probablement 35% en réalité. Une génération entière entre dans l'âge adulte sans emploi stable, sans perspective de carrière, sans espoir de mobilité sociale ascendante. Le résultat ? Frustration massive, radicalisation politique aux extrêmes, exode vers d'autres pays, une génération perdue. Et que fait le gouvernement ? Il crée plus de programmes de formation, plus de contrats aidés, plus de subventions, tout sauf s'attaquer aux problèmes réels. Un marché du travail rigide qui rend l'embauche trop coûteuse et le licenciement presque impossible. Vérité numéro 4, et celle-ci est vraiment douloureuse. La France est en train de se désindustrialiser à une vitesse terrifiante. En 1980, l'industrie manufacturière représentait environ 24% du PIB français. Aujourd'hui, c'est moins de 10%. En 45 ans, la France a perdu plus de la moitié de sa base industrielle. Comparé avec l'Allemagne, où l'industrie représente encore 20% du PIB. Comparé avec la Chine, la Corée du Sud, le Vietnam, tous des pays qui construisent leurs industries pendant que la France démantèle la sienne. Nous sommes une économie de services, disent les défenseurs. L'industrie est du passé. C'est faux et dangereux. L'industrie crée des emplois bien payés, développe la technologie, génère des exportations et soutient toute une chaîne de services connexes. Perdre l'industrie, c'est perdre la capacité à créer de la richesse réelle. La France importe maintenant plus qu'elle n'exporte.
Le déficit commercial est chronique. La France vend des services de tourisme et achète des produits manufacturés. C'est une recette pour l'appauvrissement à long terme. Pourquoi cette désindustrialisation? Coût du travail élevé, réglementation écrasante, fiscalité punitive, semaine de travail de 35 heures, code du travail de 3000 pages, syndicats puissants qui bloquent à toute réforme. Les entreprises de manufacturières ne ferment pas parce qu'elles ne sont plus rentables globalement. Elles ferment parce qu'elles ne sont plus rentables en France. Donc elles délocalisent. En Pologne, en République tchèque, au Portugal, partout où faire des affaires est plus facile. Vérité numéro 5, la France saigne ses meilleurs talents à un rythme alarmant. Environ 300 000 Français quittent le pays chaque année. Ce ne sont pas des retraités cherchant le soleil, ce sont des ingénieurs, des médecins, des entrepreneurs, des chercheurs, des professionnels qualifiés. Ils partent pour Londres, Bruxelles, Luxembourg, Genève, Dubaï, Singapour, San Francisco. Ils créent leurs entreprises là-bas, ils paient leurs impôts là-bas, ils construisent leur richesse là-bas. Pourquoi partent-ils? La fiscalité est une raison majeure. Avec les charges sociales et l'impôt sur le revenu, le taux marginal effectif peut dépasser 65%. Gagner 100 €, garder 35. Mais ce n'est pas seulement la fiscalité, c'est aussi la culture anti-entrepreneuriale. L'échec en affaires en France est stigmatisé d'une manière qui n'existe pas aux États-Unis ou même en Allemagne. Le système encourage le salariat et décourage la prise de risque. C'est aussi la bureaucratie. Créer une entreprise en France nécessite des semaines de paperasse. L'embaucher des employés crée des obligations légales massives. Licencier est presque impossible. Fermer une entreprise qui échoue peut prendre des années. Le résultat est prévisible. Les personnes ambitieuses, talentueuses et entrepreneuriales regardent ce système et décident de voter avec leurs pieds. Elles partent. Et avec elles, par la base fiscale future, l'innovation, la création d'emplois, tout ce dont la France a désespérément besoin pour sortir de sa spirale descendante. Vérité numéro 6. Le système de retraite français est mathématiquement condamné. Le système par répartition fonctionnait magnifiquement quand il y avait 4 travailleurs pour chaque retraité. Aujourd'hui, ce ratio est d'environ 1,5 pour 1. D'ici 2040, il approchera 1 pour 1. L'arithmétique est implacable. Soit les cotisations doublent, détruisant la compétitivité et poussant encore plus d'entreprises hors de France. Soit les pensions sont coupées de moitié, créant une crise sociale massive. Soit l'âge de la retraite augmente à 70 ans ou plus, ce qui est politiquement presque impossible. Le déficit annuel du système approche 20 milliards d'euros et augmente. Sur 30 ans, les engagements non financés dépassent 300 milliards d'euros. Le gouvernement Macron a tenté une réforme modeste en 2023, augmentant l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Des millions sont descendus dans la rue. La réforme est passée en utilisant un mécanisme constitutionnel controversé. La popularité du gouvernement a plongé, et cette réforme ne résout rien. Elle retarde l'inévitable de peut-être 5 ans. Le système reste fondamentalement insoutenable. Mais personne n'ose proposer la réforme réelle nécessaire. Transition vers un système par capitalisation, augmentation de l'âge de retraite à 68 ou 70 ans, réduction des pensions les plus généreuses. Pourquoi? Parce que ce serait un suicide politique. Donc les politiciens font semblant, ajustent à la marge et laissent le problème à leurs successeurs. Vérité numéro 7, comparer la France à la Grèce de 2010 n'est pas exagéré, c'est approprié. La Grèce en 2010 avait une dette d'environ 130% du PIB. La France est à 112% et augmente. La Grèce avait menti sur ses déficits. La France minimise les siens avec une comptabilité créative. La Grèce avait une économie non compétitive. La France perd des parts de marché chaque année. La Grèce avait un secteur public massif et inefficace. La France a le plus grand secteur public du monde développé. La Grèce avait un système de retraite généreux et non financé. La France aussi. La principale différence? La taille. La Grèce est petite. Son effondrement, bien que douloureux, était gérable pour l'UE. La France est la deuxième plus grande économie de la zone euro. Son effondrement menacerait l'existence même de l'euro. C'est pourquoi l'UE tolère les violations françaises des règles budgétaires. Ce n'est pas de la générosité, c'est de la peur. Si la France entre en crise, elle emporte toute la zone euro avec elle. Mais cette tolérance a des limites, et nous approchons de ces limites. Vérité numéro 8, l'euro est à la fois le salut et la prison de la France. L'euro donne à la France une crédibilité qu'elle n'aurait pas avec le franc. Il permet d'emprunter à des taux relativement bas. Il protège contre les attaques spéculatives de devises. Mais l'euro empêche aussi la France d'utiliser la dévaluation pour retrouver de la compétitivité. Il empêche la Banque de France d'imprimer de l'argent pour financer les déficits. Il impose une discipline que le système politique français ne veut pas accepter. Si la France avait encore le franc, elle aurait probablement dévalué de 40 à 50% depuis 2000.
Cette dévaluation aurait rendu les exportations françaises compétitives, stimulé le tourisme, réduit les déficits commerciaux, mais elle aurait aussi appauvri les Français en rendant les importations beaucoup plus chères. C'est la réalité brutale de la dévaluation. C'est un appauvrissement déguisé. Dans l'euro, la France ne peut pas dévaluer. Elle doit devenir compétitive à travers des réformes structurelles, réduction des coûts, amélioration de la productivité, flexibilité du marché du travail. Ces réformes sont politiquement impossibles. Donc la France est coincée. Trop rigide pour être compétitive dans l'euro, trop craintive pour quitter l'euro. C'est une prison confortable, mais c'est quand même une prison. Vérité numéro 9, les médias français sont largement complices du déni économique. Pourquoi ? Beaucoup de médias français reçoivent des subventions gouvernementales substantielles. Critiquer sévèrement le gouvernement risque ces subventions. Il y a aussi une culture de proximité entre les élites médiatiques, politiques et économiques françaises. Ils fréquentent les mêmes écoles, les mêmes cercles sociaux, les mêmes dîners parisiens. Cette proximité crée une pensée de groupe, une réticence à remettre en question les hypothèses fondamentales, une préférence pour le consensus plutôt que le conflit. Le résultat est un paysage médiatique qui minimise les problèmes, qui répète les narratifs gouvernementaux, qui attaque les critiques comme pessimistes ou extrémistes. Les vrais débats économiques n'ont pas lieu sur les chaînes mainstream françaises. Ils ont lieu dans des publications spécialisées, des blogs économiques, des podcasts indépendants que la majorité des Français ne lisent jamais. Cette faillite médiatique aggrave le problème économique. Un public mal informé ne peut pas exercer de pression pour des réformes. Les politiciens n'ont aucune incitation à dire la vérité s'ils savent que les médias ne les tiendront pas responsables. Vérité numéro 10, et c'est peut-être la plus importante, le temps presse. Chaque année, sans réforme majeure, rend la situation plus difficile à résoudre. La dette augmente, le déficit continue, la compétitivité se détériore, les talents partent, la base industrielle rétrécit. Il existe un point de non-retour dans les crises économiques, un point où les problèmes deviennent si massifs qu'aucune réforme n'est suffisante. Où la seule option est l'effondrement suivi d'une reconstruction douloureuse. La Grèce a atteint ce point en 2010. L'Argentine l'a atteint plusieurs fois. Le Venezuela l'a dépassé. La France n'y est pas encore. Mais elle s'en approche. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10, peut-être demain si une crise externe déclenche une perte de confiance. Et voici la vérité la plus dérangeante de toutes. Je ne vois aucune volonté politique pour les réformes nécessaires. La gauche française refuse toute réduction des dépenses sociales. La droite française refuse toute augmentation des impôts. Le centre essaie de naviguer entre les deux et ne satisfait personne. Pendant ce temps, les extrêmes gagnent du terrain en promettant des solutions simples à des problèmes complexes. Sortir de l'euro. Renationaliser les industries. Taxer les riches à 80%. Aucune de ces solutions ne fonctionnerait, la plupart aggraveraient la situation, mais elles sont politiquement attrayantes parce qu'elles offrent des boucs émissaires et des solutions faciles. Alors que pouvez-vous faire en tant qu'individu face à cette réalité ? Premièrement, comprenez-la. Arrêtez de croire les narratifs rassurants. Regardez les chiffres réels. Lisez les rapports de la Cour des comptes. Analysez les données de l'INSEE sans le filtre médiatique. Deuxièmement, préparez-vous. Diversifiez vos actifs. Ne gardez pas 100% de votre patrimoine en actifs français libellés en euros. Considérez l'or physique, l'immobilier dans des marchés plus stables, peut-être des actions internationales. Troisièmement, développez des compétences transférables. Si l'économie française continue de se détériorer, avoir des compétences valorisées internationalement vous donne des options. Quatrièmement, restez mobile. Ne vous enfermez pas dans des obligations à long terme qui vous empêcheraient de vous adapter rapidement si nécessaire. Cinquièmement, votez intelligemment. Soutenez les politiciens qui disent la vérité, même si elle dérange, plutôt que ceux qui promettent des miracles impossibles. La vérité dérange, mais l'ignorance coûte bien plus cher. La France fait face à une décennie critique. Les choix faits maintenant détermineront si le pays peut reformer et prospérer, ou s'il glissera vers une crise à la grecque qui détruira des générations de richesse et de progrès social. Je ne suis pas pessimiste par nature. J'espère sincèrement que la France trouvera la volonté politique pour les réformes nécessaires. J'espère que les élites françaises placeront l'intérêt national au-dessus de leurs privilèges. Mais l'espoir n'est pas une stratégie. Et l'histoire suggère que les pays ne réforment généralement que lorsqu'ils y sont forcés par une crise. Si c'est le cas pour la France, cette crise approche. Merci d'avoir regardé cette analyse inconfortable. Si vous avez trouvé cette vérité précieuse, même si elle dérange, abonnez-vous pour plus de contenu qui refuse le déni et la complaisance. La vérité vous rendra libre, mais d'abord, elle vous mettra très en colère. Restez informé, restez critique. Et surtout, ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit que tout va bien quand les chiffres disent le contraire.